Eh bien, bonjour à toutes et tous. Je suis Olivier Épinette, directeur des formations de la pédagogie à IMTBS. Et donc, ce soir, avec mes collègues Romain Gola, alors je vais appeler Camille, une collègue, nous allons vous présenter le master spécialisé marketing digital proposé par IMTBS. Je vais laisser tout de suite la parole, 30 secondes, à Romain pour qu'il puisse se présenter, et puis après, je laisserai Camille se présenter. Bonsoir à tous, je suis Romain Gola, je suis professeur de droit au sein de l'école et co-directeur du programme. Et je serai ravi évidemment de vous répondre à vos questions après la présentation d'Olivier. Merci Romain. Camille? Bonsoir, moi c'est Camille. Je suis actuellement étudiante dans le MS Marketing Digital et je suis alternante au Palais de Tokyo. Je suis assistante marketing, billetterie et développement des publics. Voilà. Et donc, heureuse étudiante. On est d'accord. Heureuse, très heureuse. C'est pour ça que tu partages avec nous ça. Parfait. Du coup, IMTBS, Institut Télécom Business School, une école qui est doublement accréditée à CSB en bas, qui la positionne d'emblée dans le top 800 des écoles de commerce dans le monde, et qui fait que naturellement, lorsque vous choisissez un programme, dont le programme master spécialisé à IMTBS, vous êtes mécaniquement en fait un alumni de la grande famille IMT et de la famille IMTBS. Donc le master spécialisé, c'est un programme assez particulier, parce que c'est une formation Bac+6 qui se fait sur un an en alternance, avec un rythme d'une semaine une semaine à l'école, et 3 semaines en entreprise, et les cours étant faits à Paris. Si on rentre dans la formation elle-même, donc et qu'on s'intéresse au contenu sur le marketing digital, ce qui rend l'école particulière, et donc tous ces programmes, et en particulier le programme de marketing digital, c'est vraiment la logique d'évolution des métiers du marketing aujourd'hui au prisme du digital, avec une dimension supplémentaire aujourd'hui ajoutée par la technologie et les problèmes de data. Et ça, Romain va revenir dessus à la fin de la présentation. Ce qui est vraiment important à comprendre en fait aujourd'hui quand on regarde ces programmes, enfin ce programme en particulier, c'est vraiment la complexité de l'évolution dans les métiers du marketing et la nécessité en fait systématiquement aujourd'hui de les passer au prisme du digital. Tous les métiers sont impactés. Alors après ils le sont plus ou moins. On aura l'occasion de regarder quand on va travailler sur les différents éléments du programme très rapidement. Mais ce qui est vraiment important à comprendre, c'est vraiment cette problématique de la transformation digitale des métiers et en particulier du marketing. C'est ce qui vous intéresse avec le marketing et le digital. Il n'y a pas un projet aujourd'hui de marketing dans une entreprise ou une organisation au sens large. Et là, pour le coup, je pense que Camille pourra également revenir dessus si elle le souhaite autour de son expérience dans la culture. Il n'y a pas aujourd'hui un secteur ou un métier dans lequel le marketing ne travaille pas que le digital. C'est une constante. Et là, d'autant plus avec ce qui s'est passé maintenant depuis près de 18 mois, on voit bien que concrètement, à chaque fois qu'on va devoir travailler sur la relation client, sur l'analyse en fait des marchés, la gestion du chiffre d'affaires, la gestion de la marque, enfin bref, tous les éléments qui intéressent les gens du marketing au quotidien, bien évidemment, il y a des éléments qui vont se construire avec le digital. Donc la problématique des gens du marketing aujourd'hui, des spécialistes du marketing dans l'entreprise, c'est d'être capable en fait de comprendre ce qui est en train de se passer, et donc derrière de pouvoir définir, piloter et mettre en œuvre en fait ces stratégies de marketing. La problématique du digital, ça vient rajouter un élément supplémentaire de complexité. Ça vient rajouter un élément autour de ce qu'on a évoqué sur les problèmes de données, avec toutes les problématiques sur la captation des données, la gestion des données, le partage des données. On va arriver sur des problématiques autour de la privacy, autour de l'open data, et tout ça aujourd'hui est renforcé du fait des conditions en fait qui sont construites, enfin qui sont propres plutôt à l'usage du digital. Mais ça remet pas en cause fondamentalement en fait la procédure ou le processus marketing. On est toujours sur des problématiques de stratégie marketing, avec des problématiques d'analyse de marché, de segmentation, de positionnement, des problématiques opérationnelles avec tout ce qui est lié aujourd'hui avec la gestion de la relation client, les approches multicanales et autres. Les technologies, on voit bien que aujourd'hui les technologies sont un élément clé, non plus de différenciation, mais de fonctionnement au quotidien en fait dans le marketing, que ce soit dans la capacité à pouvoir toucher les prospects ou les clients dans les différents éléments de la gestion des canaux. Entre les canaux de communication, les canaux de vente, donc la partie logistique, la partie promotion, la partie communication, tous les éléments qui vont bien. Donc on est bien sur cette problématique en fait de choix techniques qui vont avoir des conséquences sur les logiques opérationnelles.
en matière d'interaction avec les clients ou avec les distributeurs, selon comment la chaîne est construite, hein. Et puis des aspects juridiques, particulièrement, hein, dès qu'on va rentrer sur des problématiques. Alors le marketing a toujours été un gros consommateur de données, enfin de problèmes juridiques, hein, en tout cas de solutions juridiques. Et là, ça l'est encore plus aujourd'hui avec les technologies. On va voir après concrètement comment ça impacte. Du coup, le positionnement du programme à l'école, il est exactement aligné avec le positionnement de l'école, c'est-à-dire cette capacité que l'on a à la fois à travailler dans les fonctions, donc là en l'occurrence le marketing, et en même temps de comprendre comment le digital aujourd'hui vient impacter cette fonction dans toutes ses dimensions, qu'elle soit stratégique, qu'elle soit opérationnelle ou qu'elle soit juridique. Avec une dimension supplémentaire qui est quand même la capacité à pouvoir discuter et échanger avec les gens dans le métier et quand même de nous vendre des solutions technologiques. À chaque fois qu'on va choisir des solutions technologiques, il y a forcément des logiques de fonctionnalité qui se mettent en place. Il y a des logiques de choix techniques avec des conséquences à plus ou moins long terme sur ce qu'on peut faire et construire dans la durée. Et donc, bien évidemment, si on est capable de mettre sur le marché des spécialistes qui ont à la fois cette appréhension et compréhension des process marketing et en même temps une capacité plus grande que les autres à travailler sur la technologie, en fait, entre d'un côté les gens du marketing et les gens de la technologie, cette capacité en fait à réellement hybrider, ça devient quand même un élément de différenciation. Ah oui, c'est vrai, m'avait dit. Pardon. Et donc du coup de pouvoir construire les compétences qui sont nécessaires aujourd'hui aux différents métiers dans le marketing. Slide suivant. Je veux bien le slide suivant. Merci. L'un des aspects, donc, au travers de la gestion du marketing au quotidien, c'est aussi la capacité à piloter des projets. Et donc, du coup, quand on va travailler sur ces projets, on va avoir ces trois dimensions qui vont travailler, enfin, qui vont s'articuler, s'interconnecter, et qui vont être nécessaires, en fait, aujourd'hui à tout projet de marketing digital qu'on va devoir poser en entreprise, quelle que soit, en fait, la logique qu'on va avoir derrière. Si on peut passer à la slide suivante. Voilà. Donc les métiers, en fait, on les retrouve ici, hein. On voit bien que on est sur des métiers qui sont des métiers du marketing, qui ont été transformés au prisme du digital. Un chef de projet marketing, ça a toujours existé. Le CRM, la gestion du système d'information marketing, ça a toujours existé. Les gens qui font de la recherche, de la veille pour gérer les plans médias, ça a toujours existé. Les designers également sur la partie communication. Le e-commerce manager, donc celui qui va gérer les points de vente en ligne ou sur les points de communication. Ce qui va changer par contre, c'est la part du numérique en fait dans ces différents métiers-là. Donc pour le coup, la vraie difficulté pour les gens du marketing aujourd'hui, c'est d'être capable, en tout cas, d'être équipé et de comprendre en fait quelles sont les compétences qui sont nécessaires pour pouvoir construire ces différents métiers. Ce qu'on a pu voir apparaître sur les 20 dernières années à l'école, hein, au travers des échanges avec à la fois les entreprises et puis nos diplômés, Camille en sera une bientôt, c'est de comprendre en fait comment ces différents métiers sont apparus, sont donc d'abord émergé, comment ils se sont structurés et comment aujourd'hui en fait ils trouvent leur place naturellement dans une entreprise. Tous les métiers qu'on va voir ici sont des métiers qui mécaniquement en fait vont être sont comment des débouchés pour les diplômés de notre master spécialisé, puisqu'en fait, ce qu'on va avoir, c'est une dominante particulière autour de soit le projet, soit la gestion de SI, soit la problématique en fait de search ou la problématique de gestion des points. Donc, c'est des problématiques qui sont assez traditionnelles pour le marketing. L'intérêt pour nous, par contre, c'est vraiment, et on va le voir après quand on va regarder la structuration du programme, de comprendre comment on est capable en fait de pouvoir apprendre ces différents métiers et de vous aider éventuellement à faire des choix au travers à la fois de votre expérience en entreprise, au travers donc des missions qui vous seront confiées dans les 12 mois qui seront si vous décidez de rejoindre le programme, et en même temps au travers des travaux qu'on pourra construire ensemble, soit dans les projets sur les différentes semaines de cours, soit au niveau du projet fil rouge, qui est en fait quelque chose qui structure en fait l'ensemble du programme. Si on peut passer à la slide suivante. Donc la formation, elle s'articule vraiment autour de la logique de cours, de mission et de thèse. Donc les cours, c'est forcément les cours qu'on va faire ensemble, que vous allez pouvoir suivre avec nous. La thèse, c'est ce qu'on demande de réaliser quand on fait sa réflexion et quand on construit son projet professionnel
tout au long de la formation, et la mission, c'est la mission qui vous est confiée tout au long de l'année par l'entreprise qui vous aura recruté en alternance. L'intérêt, c'est vraiment de faire travailler ensemble les trois dimensions. De faire que les cours soient à la fois la capacité à réfléchir et à conceptualiser ce que vous allez pouvoir observer au sein des différentes missions. L'intérêt, c'est que plus les missions sont larges et diverses, et plus du coup vous pourrez partager ensemble les différents retours que vous allez pouvoir avoir au travers de vos missions d'entreprise. L'intérêt également, c'est que les enseignants eux-mêmes vont pouvoir travailler avec vous et vous aider à capitaliser sur les différentes missions qui vous sont confiées. À l'inverse, la thèse, elle est vraiment dans une logique en fait de spécialisation. L'intérêt d'une thèse professionnelle sur les 12 mois, alors on va pas demander sur les 12 mois, mais on va dire sur les 6-9 derniers mois de l'année, l'intérêt, c'est quand même de vous amener à travailler, à vous spécialiser ou à devenir expert plus précisément sur un sujet particulier, quelque chose qui est forcément en rapport avec l'entreprise, une problématique que vous aurez à traiter en fait dans l'entreprise, mais qui va vous permettre par contre de pouvoir travailler dans la durée, construire votre raisonnement et pouvoir le tester ou le valider à tout le moins en entreprise. Le slide suivant. Merci. Donc les quatre éléments en fait des cours qu'on va retrouver, c'est le marketing et le digital. Donc on verra tout de suite après dans la structuration. Hein, les cours sont vraiment pensés au prime du digital. Un certain nombre de fondamentaux autour des différents éléments qu'on a évoqués sur les technologies et sur le juridique. La dimension technique dans l'appropriation des outils qui sont utiles aujourd'hui aux spécialistes marketing est plutôt d'une dimension forte autour du management de projet, hein, puisque je vous ai dit, on est sur du marketing digital. On va travailler sur les trois dimensions que sont le marketing, le juridique et le technique. Et donc, bien évidemment, ce qu'on va demander en fait à des spécialistes, c'est d'être capable de mener des projets de A à Z en ayant la capacité à articuler les différentes dimensions. Donc sur le marketing et le digital, on va retrouver tous les ensembles de cours qui sont aujourd'hui à la fois inscrits dans le processus de gestion de la relation client. C'était un des éléments clés qu'on voulait avoir en tête pour réellement structurer l'appropriation de nouvelles compétences par nos participants. Là, pour le coup, je pense que Camille pourra en parler. Ça a été construit dans une logique à la fois où chacune des semaines est autoportée et en même temps, quand on regarde l'évolution du programme dans la durée, on voit bien cette progression. Des fondamentaux qui sont nécessaires sur différents éléments, on va revenir après, notamment sur la partie technologie, les enjeux et autres, pour bien comprendre en fait aujourd'hui ce que sont les fondamentaux de la transformation digitale. Est-ce que ça impacte et comment ça construit et structure aujourd'hui les stratégies d'entreprise. La dimension technique au travers des différents outils et puis la management de projet au travers des différents projets que vous aurez à mener soit dans différentes semaines, soit au travers de votre thèse professionnelle. Si je me centre maintenant sur les cours, je veux bien le slide suivant. Hop, pardon. Voilà, on va retrouver donc ce que j'ai évoqué, hein, à la fois je plante le décor avec le marketing et le digital. Hein. Là, la problématique est vraiment pour vous de vous rendre compte aujourd'hui de ce qu'est entendu la fonction marketing, quels que soient les secteurs qu'on va pouvoir identifier. On retrouve en fait les mêmes transformations à l'œuvre, alors à des degrés différents. Il est bien évident qu'aujourd'hui, entre le secteur du vêtement, de la mode, du luxe, sur l'automobile ou autre, on n'a pas forcément les mêmes problématiques en termes de transformation digitale du fait des différences d'acceptation ou d'appropriation des outils par les clients. Mais en même temps, en fait, on retrouve en fait tout un ensemble de choses qui sont structurantes et qui donc vont définir au sens large l'activité marketing dans ces différentes fonctions. Donc l'écosystème, hein, avec les différents acteurs et les logiques d'acteurs qu'on peut trouver aujourd'hui, notamment la transformation et la structuration en fait des chaînes de valeur, le marketing omnicanal avec la problématique entre le fixe, le mobile, alors le téléphone fixe ou les PC fixes, le mobile, et puis à côté de ça tout l'environnement physique qu'on peut trouver avec les magasins et les entrepôts. Donc comment aujourd'hui en fait on doit être systématiquement quand on est en marketing à la recherche de cette logique d'omnicanal. Parce que même si vos clients, enfin même si vous ne voulez pas en fait en entreprise, malheureusement vous n'avez pas trop le choix. C'est quand même une constante en fait aujourd'hui qui s'impose et qui est demandée par le marché. La problématique de la donnée
Les données, en fait, sont des choses qu'on a l'habitude de produire dans une entreprise. La problématique en marketing, c'est qu'est-ce que j'en fais de ces données? Comment je les utilise? Donc là, pour le coup, la dimension compliance, qu'on verra après avec Romain, est particulièrement importante. Toute la dimension, en fait, du processus d'acquisition et de gestion de la relation client, de la prospection et la recommandation, entre l'acquisition, la conversion et le relationnel. Donc là, pour le coup, je pense que vous avez à peu près vous avez une idée de ce qu'on peut faire, hein, comment je vais acquérir des clients, comment je vais les convertir, les amener à acheter mes produits ou consommer mes services, ou à recommander ma marque, et puis derrière, toute la problématique en fait de gestion dans la durée de la relation. Toute une dimension technique autour des technologies émergentes. Donc alors, à la fois ce qu'on a aujourd'hui, ce qu'on appelle le SMAC là, social, media, action, et puis mince. Je vais revenir après dessus. Donc, retrouver en fait tous les éléments qui sont aujourd'hui entre les technologies qu'on utilise au quotidien, celles qui sont en train de se mettre en place avec les problématiques que ça pose autour de l'IA, autour de l'éthique et des social media. L'un des gros enjeux en fait pour lequel nous à l'école on est vraiment attachés sont les valeurs de l'éthique et la problématique de traitement de ces données. Très clairement, c'est un sujet. Et plus on va vers l'IA et plus ce qui devient important, c'est cette problématique des algorithmes. Et les algorithmes, en fait, c'est du codage d'informations. Et le codage d'informations, en fait, il traduit simplement les valeurs, la mission et les valeurs de l'entreprise. Donc, bien évidemment, en fait, au travers des outils qu'on utilise, ce qu'on fait, c'est qu'on va quand même industrialiser, massifier la relation et la traduction, en fait, des valeurs qu'on peut porter avec une entreprise, avec ses clients. Donc c'est pour nous extrêmement important cette dimension autour de l'IA et de l'éthique pour bien comprendre en fait comment ces technologies qui sont maintenant omniprésentes. Il n'y a pas une solution aujourd'hui, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans les téléphones mobiles, qui va utiliser ces solutions-là, de comprendre en fait comment vous, en tant que marketeur, vous avez en fait une vision précise et structurée de ce que c'est que l'éthique et de ce que ça impacte derrière au travers de ce que vous allez pouvoir faire avec vos clients. Tout un ensemble de conférences spécialisées où là l'idée est plutôt de vous amener à être exposé et à découvrir des sujets qui sont pas forcément des sujets de fond encore, mais qui sont les tendances de fond, des choses qui sont en train de se dégager, qui sont en train de structurer en fait le secteur et les métiers et qui sont nécessaires, en tout cas pour nous semblent importantes quand on sort de notre programme, que vous soyez suffisamment en fait à l'affût de ce type de choses, de façon à nourrir votre capacité à réfléchir dans la durée. Toute la partie management de projet, donc je l'ai évoqué sur la gestion de projet en tant que tel, différents ateliers qui vous sont proposés en fait aux différentes semaines, et puis le séminaire également qui vous aide à vous trouver, à pouvoir partager en fait avec les anciens chez nous et vous amener à réfléchir vraiment comment vous voyez votre carrière dans les années qui suivent en fait la sortie du programme. Des ateliers rédactionnels, on est aussi sur du content marketing, donc pour le coup l'intérêt pour nous c'est vraiment de vous amener à être vous-même les propres acteurs de votre structuration de contenu. Et puis un petit challenge, histoire de pouvoir s'amuser et de faire en sorte qu'on puisse voir concrètement comment vous positionnez les uns à côté des autres autour de problématiques de challenge qu'on aura définies avec des boîtes. Le slide suivant. Donc là, quelques partenaires, ceux qui travaillent régulièrement avec nous, que ce soit Orange, Carrefour, Yves Rocher, Page Jaune, Maestis et Carob. Alors je pense pas que vous les connaissiez vraiment. Mais si vous rejoignez en fait le programme, vous aurez l'occasion de les découvrir. Et puis surtout, on va pouvoir demander à Camille ce qu'elle en pense. Voilà. Donc le programme, il se veut vraiment centré sur le marketing avec cette dimension forte du digital. On est bien passé à l'aune de la transformation digitale. Donc là, pour le coup, aujourd'hui, c'est plus la question de savoir si on l'utilise, mais c'est plutôt comment on l'utilise et à quelle fin et comment on est capable de pouvoir le transformer dans la durée. Donc, pour rejoindre le programme, pour le coup, vous avez les différentes modalités qui sont évoquées ici. On est sur un recrutement sur dossier avec un entretien. Ce qui nous intéresse, en fait, c'est votre motivation. C'est pas forcément tant votre expérience en tant que telle, mais bien plutôt votre capacité, en fait, à nous démontrer à la fois votre motivation pour apprendre aujourd'hui autour de ces métiers qui sont en train de se développer très fort. Votre curiosité pour la technologie et pour ces problématiques qu'on a évoquées autour de l'éthique, pour nous c'est vraiment essentiel d'avoir des gens, de former des cadres. Vous serez cadre sup en sortant du programme, et nous avons envie en fait d'avoir des gens qui soient particulièrement en fait affûtés sur les différentes limites. On va revenir après tout ça. Romain? Oui, merci Olivier pour ta présentation. Ah, t'es très loin Romain par contre, t'es très très loin. Vous m'entendez là, c'est bon? Ouais, c'est bien.
Allez, voilà, très bien. Bon, merci Olivier. Moi, je rajouterai simplement, donc, comme l'a souligné Olivier, si vous avez regardé nos concurrents, nous, cette année, on a décidé de renforcer la partie compliance du programme, notamment la partie juridique. La compliance, vous savez, c'est l'ensemble des processus destinés à s'assurer qu'une entreprise respecte bien, l'entreprise et ses salariés respectent bien les normes juridiques et éthiques. Et dans le programme cette année, il y a une petite nouveauté, c'est qu'on a renforcé le programme. Bon, évidemment, classiquement, on va parler du RGPD, on va parler justement à apprendre à concilier les exigences du parcours client avec le RGPD notamment. Mais ça, ce sont des thèmes classiques que vous connaissez déjà. On parlera évidemment de la régulation des algorithmes, de la régulation des plateformes, de la loyauté des plateformes, qui sont des sujets d'actualité, mais qui sont classiques et que vous pouvez retrouver dans d'autres programmes. Mais cette année, on a décidé aussi d'ajouter des sujets qui sont moins abordés classiquement aussi, le contentieux de la marque de commerce, le contentieux des Google Ads, qui sont des contentieux très importants, le contentieux des noms de domaine, savoir comment gérer aussi un bad buzz, comment identifier les responsables, comment qualifier les contenus illicites, comment même mettre aux normes son tunnel de commande, ça c'est dans la gestion de l'UX, c'est très important et on n'en parle pas souvent parce que je me suis permis évidemment de faire un benchmarking des concurrents et à ma connaissance, je peux vous assurer que notre partie compliance est développée parce qu'on considère à l'école que le droit ne doit pas être considéré comme une contrainte mais comme un avantage concurrentiel et que les départements juridiques et marketing doivent collaborer ensemble de plus en plus puisque vous le savez très bien comme moi, les normes réglementaires sont de plus en plus grandissantes, les exigences éthiques aussi, et qu'il faut respecter de plus en plus le droit de la consommation, les intérêts du consommateur. Et donc, il ne faut pas prendre le droit comme une contrainte, mais plutôt comme un avantage concurrentiel, une plus-value, et c'est ce qu'on veut insuffler à travers le programme. Donc ça, c'est un point dans lequel j'insiste particulièrement. Et donc, le module compliance, le module, on va dire, on l'a appelé maîtrise des aspects légaux éthiques du marketing digital, va être renforcé cette année. Et on ira au-delà, évidemment, des sujets classiques comme le RGPD, l'intelligence artificielle. On va avoir une vision panoramique de tous les contentieux possibles, de toutes les problématiques juridiques. L'objectif, ce n'est pas de vous transformer en avocat ou en juriste hyper spécialisé, mais d'être sensible aux questions juridiques et éthiques. C'est important, comme l'a souligné Olivier. Et c'est un peu l'objectif du programme. Et je serai heureux de vous partager mes connaissances là-dessus. On fera aussi intervenir des avocats. Alors moi, je suis avocat de formation aussi, évidemment. Et si vous voulez commencer à réviser vos cours, j'ai écrit en 2020 un livre, c'est un des premiers livres qui parle du droit du e-commerce et du marketing digital. C'est un livre de 600 pages, mais qui est très accessible, qui est facile à lire, qui est pratique. Contrairement à beaucoup d'ouvrages juridiques, il comporte beaucoup d'images. Et évidemment, on travaillera sur ce livre. Et le livre, évidemment, traite de tous les sujets d'actualité sur le droit. Voilà. Donc, en espérant vous revoir bientôt, le livre est déjà évidemment disponible sur Amazon. Et j'espère vous revoir avec plaisir et je pourrai répondre à vos questions, évidemment, à la suite de la présentation d'Olivier. Je crois que c'est Camille qui va prendre la suite. Merci en tout cas et avec plaisir pour vos questions. Romain. Camille, Hein? est-ce que tu peux nous dire, Camille, en quoi est-ce que j'ai dit était pertinent, légitime, fidèle, et puis ce que tu as retiré Oui, je vais vous parler de mon expérience en tant qu'étudiante de la promotion 2020-2021 du MS Marketing Digital. Donc moi, j'ai obtenu mon diplôme en management de la communication en 2019, donc mon diplôme de master. Et quand je suis arrivée sur le marché du travail, j'ai réalisé que la dimension digitale était quand même hyper importante. Même dans le secteur culturel, parce que moi j'ai évolué dans le secteur muséal. J'étais au Grand Palais en 2019 et là actuellement je fais mon alternance au Palais de Tokyo. Et même dans le secteur culturel, la dimension digitale est très importante et marketing également. Donc moi j'ai choisi le MS Marketing Digital parce que tout d'abord c'est une formation en alternance. Et moi le rythme des 3 semaines en entreprise, 1 semaine en cours m'a beaucoup intéressée. Et actuellement, je peux vous dire que je suis très contente d'avoir choisi ce rythme-là parce que je me voyais pas retourner en initiale et ne pas pouvoir développer une expérience professionnelle tout au long de l'année.
Donc là-dessus, c'est positif. Également, j'ai choisi le MS Marketing Digital parce que c'est une formation diplômante à plusieurs niveaux. Donc il y a déjà le diplôme Marketing Digital qui est reconnu. Mais il y a également, dans le cadre de la formation, on passe des certifications, des attestations. Là, récemment, on a passé avec mes camarades une attestation de management de projet UX, UI design. Et là, pour le cours qu'on aura la semaine prochaine, je suis en train de passer la certification Google Analytics. Donc, c'est des choses que j'aurais peut-être potentiellement pu faire de mon côté, mais qui auraient été potentiellement en dehors de Google Analytics payantes. Et c'est des attestations en plus que je pourrais mettre sur mon CV et qui feront probablement la différence une fois que je serai sur le marché de l'emploi. Voilà. Au niveau du ressenti de la formation, avec la crise sanitaire, on est passé à une formation 100% à distance. Pour autant, je trouve que les outils qui ont été mis en place par l'école ont permis d'avoir vraiment une qualité au niveau de la formation. Après, on a majoritairement des devoirs à rendre en groupe, donc ça n'a pas empêché pour moi de développer une certaine cohésion avec mes camarades. On se voit régulièrement et puis libre à nous après de nous voir en vrai. On l'a fait pour certains projets, notamment quand on devait faire des enquêtes dans les magasins. On se retrouvait dans Paris et on allait faire nos enquêtes ensemble. Donc il y a toujours un moyen de se voir et de créer des liens. Et puis pour concilier cette vie professionnelle, étudiante et perso, je vous cache pas que c'est compliqué. De toute façon, ça l'a toujours été. Avec l'alternance, c'est un peu compliqué, tout simplement parce que le statut d'étudiant existe en parallèle du statut de salarié. Et ça, faut arriver à coordonner son temps autour de ça. Il arrive que parfois, on ait des devoirs à rendre sur nos semaines en entreprise. Voilà. Et il arrive parfois, moi c'est pas mon cas, mais certaines entreprises parfois peuvent contacter les étudiants pendant la semaine de cours. C'est pas recommandé, mais des fois ça arrive. Il faut le savoir. Voilà. Pour arriver à concilier tout ça, moi ce que je fais, c'est que je fais de la gestion de projet. Donc je considère que cette formation est un projet à mener avec plein de sous-projets. Et j'utilise la matrice d'Eisenhower. Je classe les choses que j'ai à faire en fonction de leur importance et de leur urgence. Et ça m'aide beaucoup à dédramatiser et à aller au bout, notamment pour la thèse professionnelle, qui peut avoir l'air très intimidante. Mais il suffit juste de diviser son temps. De toute manière, quand on a déjà obtenu son master, on a déjà fait un mémoire. Donc on sait comment s'y prendre, d'une manière ou d'une autre. Voilà. Et puis pour mon projet pour la suite, moi je voudrais partir à l'étranger. C'est notamment le séminaire qui m'a permis de me décider, le séminaire en début d'année, démarrer votre carrière à l'international. Et donc moi j'aimerais bien développer mon anglais professionnel et faire un volontariat international en entreprise ou en administration. Voilà. Donc je pense que je ferai appel au réseau des anciens de l'Institut Télécom Business School. Voilà. Pour l'instant, je suis surtout dans ma thèse professionnelle, mais je vais m'y mettre. Voilà. Et alors du coup, Camille, est-ce qu'on peut te poser la question de la thèse, hein? Qu'est-ce que tu as comme sujet de thèse aujourd'hui? C'est quoi ton sujet? Alors oui. Alors moi, c'est très lié avec mon alternance. Mon sujet porte sur le big data culturel. Et ma problématique sur la collecte numérique au service de la fidélisation des visiteurs. Voilà. Donc moi, c'est vraiment musée. Et j'ai fait le lien entre du coup le marketing et le culturel. Et moi, je parle du big data. Okay. Donc technologie. Oui. Exactement. Un petit peu quand même. Oui, exactement. En plus, donc moi j'ai une démarche qualitative et en fait ça me permet d'aller voir du côté du Louvre ce qu'ils mettent en place, le Louvre à Paris, mais le Louvre à Abu Dhabi aussi. Je suis allée voir aussi du côté du MoMA à New York. Donc c'est super vaste, c'est hyper enrichissant et je sais que la thèse ça a l'air impressionnant comme je l'ai dit, mais ça permet de rencontrer aussi beaucoup de monde et de se faire un réseau. Donc voilà. Merci. Et alors, côté juridique, ce qu'a évoqué Romain, il y a des choses qu'on va faire cette année, qu'il va faire cette année, que tu aurais aimé suivre dès cette année?
Le cours, il n'est Alors, pas encore eu lieu, hein. voilà, c'est ça, c'est ça. À la Voilà. décharge de Romain, Voilà, le dans cours un n'a pas mois. encore eu lieu. Voilà. Mais c'est Mais, obligatoire. Il y mais aura évidemment, on attend évidemment le point juridique dans chaque problématique marketing, parce que dans chaque problématique marketing, vous avez un problème juridique, et plusieurs souvent. oui, bah moi, dans le cadre de mon alternance, là actuellement, on fait face à des problématiques de visiteurs qui veulent voir leurs données effacées avec le RGPD. Donc oui, c'est des problématiques hyper sur le terrain en fait qu'on voit dans le cadre de notre alternance. Donc c'est intéressant. Ouais. Et c'est vrai que le RGPD a fait prendre conscience aux entreprises de l'importance du juridique, qui sont tout simplement les règles du jeu, hein, d'une opération marketing. Et il est totalement illusoire aujourd'hui pour un marketeur de lancer une opération marketing, quelle qu'elle soit, sans connaître à minima les règles. Voilà, à minima, hein, on ne demande pas d'être un expert du juridique, évidemment, mais au moins d'être sensibilisé aux questions et de savoir identifier le problème, de prévenir les risques. C'est ça un des objectifs du master. C'est la problématique parce que pour le coup, les solutions techniques qu'on va retenir qui répondent à un moment donné à une problématique marketing, elles s'inscrivent dans une logique RGPD et donc on est éventuellement à un moment donné obligé de repenser et la stratégie marketing et les outils techniques pour pouvoir être conforme en fait avec la logique qu'on a voulu. Ok, on Exactement. va peut-être prendre des questions. On va rediscuter éventuellement Camille parce que on s'était vu dernière en fait pour votre recrutement, non? Oui, oui, vous m'aviez fait mon C'est moi entretien. qui l'ai recruté, ouais, c'est ça. On avait discuté sur votre. Vous vous rappelez, vous vous inquiétez sur qu'est-ce que je vais faire, comment je vais trouver une alternance dans le musée, etc., etc. Et on avait discuté de ça en fait. Donc du coup, c'est super intéressant. Exactement, exactement, ouais. Et j'avais aussi participé à la réunion d'information et j'avais posé aussi mes questions par rapport au secteur culturel parce qu'au début, j'étais vraiment pas sûre que cette formation puisse me permettre de quand même développer ma carrière dans le secteur culturel, là où je voulais être. Et en fait, si, 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 il y a eu aucun problème. Donc, voilà. Parfait. Et ben du coup, on prend les questions là. Attends une date limite pour trouver. Oui, 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 on est. Ah, pour le coup, c'est une très bonne question. J'ai pas révisé en fait. J'aurais dû réviser parce qu'en général, on n'avait pas trop de difficultés. On n'a pas trop de difficultés. On est sur 2 mois max après le début de la formation. Dès que l'on commence le processus de recrutement, là pour le coup, Camille, je sais plus comment c'était pour vous, mais dès qu'on commence le C'est la même processus de chose. recrutement, dès que vous commencez à déposer votre dossier, suivant l'état à laquelle ça avance, on est quand même en capacité de pouvoir vous accompagner très très vite avant le début des cours pour trouver l'alternance. Vous me confirmez, Camille? Oui, moi j'ai des camarades de classe qui avaient des soucis pour trouver et l'école les a accompagnés et c'est grâce à l'école qu'ils ont trouvé. En général, on a assez peu de difficultés sur le marketing digital. Donc 2 mois. La question, c'est 60 jours après le début du mois de septembre. Ah, par contre, trop vite, j'ai pas vu la question. Ok. C'est une très bonne question. Et là, je vais laisser Pauline répondre. Parce que du coup, ça dépend des montants des OPCA, ou des OPCO, pardon. Donc là, je sais qu'il y a un montant, ouais, il y a un reste à charge. Et là, je vais laisser Pauline répondre. Là, pour le coup, je prends le nom de la personne qui a posé la question et on va lui répondre dans la foulée. Quel niveau vous avez? Ah, nous, on recrute aujourd'hui, donc on a dit, c'est un bac plus 6. Hein. Donc, par définition, il faut être titulaire d'un bac plus 5 et selon exception, un bac plus 4. Donc, c'est pas tant la compétence marketing, enfin, ça va jouer également hein, quand même, mais que le niveau en fait de diplôme ou de tranche. Alors là, il faudrait rafficher jusqu'au 18 juin 2021, sauf erreur de ma part. 15 juin 21, pardon. Voilà, merci.
Ah là, je vais laisser répondre Camille. Ça, c'est une réponse pour Camille, ça. Oui, il y a un challenge qui est prévu. Donc, nous, ça va intervenir pour notre semaine de cours du mois de juin. On a toute une semaine de challenge. Donc, on sait pas encore quel est le contenu, mais je pense qu'on va avoir un mail d'ici quelques semaines de la part de la responsable de la formation pour savoir en gros ce qu'il en est. Mais oui, il y a un challenge. Alors, je peux pas en parler, parce que comme Camille n'a pas encore le challenge, et du coup, moi, on m'a contacté en tant que directeur des formations pour savoir s'il pouvait faire des choses. Donc, je sais en fait de quoi il s'agit, mais oui, je confirme, il y a bien un challenge, mais je peux pas vous dire de quoi il s'agit. Là, pour le coup, il faudra être candidat, en fait. Il y a que ceux qui auront été candidats le 15 juin qui pourront savoir de quoi retourne le challenge. Plus sérieusement, les années précédentes, on a eu des choses autour des problématiques d'omnicanal, hein, multicanal. Une entreprise qui est venue et qui cherchait différentes solutions pour résoudre des problèmes. On a eu dans le passé également des problématiques de comportement de consommateurs, hein, autour du site web. Voilà, ça tourne toujours en fait systématiquement autour de problèmes qui sont remontés par l'entreprise et qui va, ou une ou plusieurs d'ailleurs, et qui va vouloir tester différentes solutions. L'intérêt de faire travailler les étudiants, bah, c'est de pouvoir les mettre en concurrence et puis de voir comment sur un même sujet différents groupes peuvent se présenter et puis avoir des solutions qui peuvent être quand même toujours, enfin qui peuvent être parfois extrêmement différentes d'un groupe à l'autre. Ah, je sais pas cette année par contre, je sais pas s'il y a pas une rémunération, mais une récompense en général. Ce serait bien. Ce serait bien. Ah, tout de suite les autres. Je vous laisse parler de votre expérience, Camille, et puis je pourrais rebondir éventuellement après, le Romain également, parce qu'on, pour le coup, c'est notre travail au quotidien d'encadrer. Je vous laisse répondre. Oui. Alors, au niveau de la thèse professionnelle, faut savoir qu'on a des cours. Je crois que dans la grille, c'est les cours qui s'appellent atelier rédactionnel. Donc en fait, on a un enseignant qui nous accompagne pour définir notre problématique, pour définir notre sujet, avec des ateliers. Généralement, on fait des mises en situation. En fait, on est par groupe, on se pose des questions et ça nous aide à avoir des avis extérieurs. Après, au niveau de la thèse, on a aussi des différentes deadlines qui sont posées avec cet enseignant-là. Donc, on est vraiment accompagné dans la réalisation de la thèse professionnelle. On a des dates de rendu, donc dates de rendu pour rendre, je sais pas, le sujet et la problématique, le sujet et la problématique, plus la méthodologie qu'on va utiliser et ainsi de suite. On a également un tuteur enseignant qui nous est attribué, en plus de notre tuteur professionnel qu'on a en entreprise, et avec qui on s'entretient régulièrement, qu'on peut appeler, envoyer un mail, voilà. Donc au niveau de la thèse professionnelle, moi je le vis un petit peu comme, enfin même carrément comme mon master, comme mon mémoire de master, à savoir bah, comment dire, je suis toujours dans le même milieu, donc en fait, j'ai juste plus tiré mon sujet vers le marketing digital et pour définir, on va dire mon mémoire, mon sujet, etc. J'ai beaucoup fait appel à mes camarades de classe parce que de toute manière, on a beaucoup de travail en groupe et à chaque fois qu'on travaille en groupe, on parle de la thèse professionnelle. Il arrive toujours à un moment où voilà, on s'octroie 10-15 minutes, voire même plus, et on échange dessus, et ça nous permet de nous rassurer. Donc voilà, on n'est pas seul. Pour préciser, ouais, Alors c'est important, c'est vrai que c'est important de prendre soin de prendre son temps sur la thèse professionnelle, de ne pas être en retard, surtout c'est une bonne carte de visite aussi pour la suite. Et nous, c'est vrai, dans le cadre du programme, évidemment, on vous demandera une partie, évidemment, juridique et éventuellement éthique ou RSE, à ne pas oublier dans le plan, mais on veille là-dessus. Voilà, la thèse professionnelle, en fait, c'est un gros morceau hein, dans le programme de MS, puisque c'est une trentaine de crédits. Donc ça traîne dans la durée, c'est ce que vient d'évoquer Romain. Il faut vraiment qu'on puisse maturer. L'intérêt, c'est de partir d'une problématique managériale, quelle qu'elle soit, et que vous allez la tricoter, la travailler, l'analyser, la décortiquer, pour en faire un sujet qui soit vraiment quelque chose sur lequel vous avez battu une véritable expertise. Donc ce qu'évoquait Romain, c'est le fait qu'on va bien sûr la passer au crible des éléments juridiques, mais on parle d'abord sur du marketing, sur du digital, on est sur tous les éléments qu'on a évoqués. Il y a cette dimension RSE que tu as évoquée également, Romain, qui est essentielle aujourd'hui.
On peut pas imaginer aujourd'hui un cadre en marketing digital qui n'ait pas une réflexion approfondie, en tout cas qui se pose pas les bonnes questions, sans forcément avoir toutes les réponses, hein, parce que pour le coup, les technologies, le cadre juridique évolue. Mais il faut qu'on ait des gens capables de pouvoir poser une problématique, de se poser en fait des bonnes questions, d'être capable d'aller chercher l'information dans les différents environnements dans lesquels ils travaillent, entreprise ou bien les collègues, la tête que vous l'évoquiez Camille avec vos étudiants, vos collègues étudiants, et de pouvoir en fait sortir des recommandations. Hein. En marketing, on est en sciences de management. En management, en fait, le boulot, c'est de prendre des décisions. Donc, l'objet de la thèse professionnelle, c'est justement de vous amener à travailler sur cette capacité à prendre une problématique managériale, l'augmentation des ventes, la problématique de gestion de la relation client, une problématique de RGPD, quelle qu'elle soit, en fait, qu'on puisse la travailler, et que derrière, vous puissiez nous dérouler toute une mécanique, nous montrer que vous êtes capable de réfléchir et de proposer, en fait, des éléments de décision à partir de recommandations, avec les limites qui vont également dans votre travail, mais vraiment d'être capable de développer une expertise. Ce que disait Romain sur le fait que ça doit vous aider aussi dans votre futur, c'est souvent la question que posent les étudiants. Le choix de la problématique de la thèse managériale, elle doit vous aider à vous développer dans votre futur projet professionnel. Ça peut être un élément aussi important que le CV quand vous allez passer des entretiens. Pour le coup, en ayant travaillé en entreprise, en ayant compris quelles sont les problématiques que les boîtes rencontrent, elles sont à peu près les mêmes partout, hein, faut pas se leurrer, je veux dire, toutes les entreprises aujourd'hui ont les mêmes problématiques autour du marketing digital. Vous êtes capable en développant votre propre expertise, ça peut être un élément clé de différenciation aussi dans la construction de votre CV et donc dans la recherche d'emploi à l'issue du programme de master. À moins qu'on vous ait déjà proposé un job, je sais pas Camille, à l'issue de votre MS dans votre boîte, mais non, peut-être pas. Alors oui, on me l'a proposé, mais moi j'aimerais vraiment partir à l'étranger. Ok. Donc du coup plutôt à Donc bon. Dubaï alors. Ah non, c'est pas à Dubaï, où c'était où vous m'avez dit sur le monde là, c'était le musée du Louvre, c'était sur Abu Dhabi? ouais, non, ça vous dit pas? Non. Pourquoi pas? Question suivante. Alors, merci pour cette visio, merci. Concernant l'accompagnement conseil potentiel par les professeurs sur les missions confiées par entre les étudiants, comment est-ce que cela s'articule? Camille, je peux en parler, mais peut-être que toi tu l'as vécu, donc Je comprends pas exactement, c'est-à-dire l'accompagnement que l'équipe enseignante fait, c'est ça? ouais. Vous avez vu la question? Bah oui, enfin, en fait, je réfléchis à comment je vais répondre. Oui, donc bah, en fait, on est très accompagné par l'école. Moi, en tout cas, j'ai senti la différence parce que j'ai fait toutes mes études en université et là, être passée en école, ça a rien à voir en fait. J'ai l'impression parce que il y a un vrai suivi de l'équipe enseignante, également de l'administration, du CFA. Sur ce qui se passe en entreprise. On n'est jamais vraiment tout seul en fait en entreprise en tant que salarié et il y a vraiment une limite qui est fixée entre les temps en entreprise et les temps en cours, même s'il arrive qu'on ait des devoirs de classe à rendre sur nos périodes de travail en entreprise, c'est toujours dans la limite du raisonnable et surtout il y a une vraie séparation qui est faite. Et il y a un accompagnement, c'est-à-dire que si l'étudiant se sent pas à l'aise dans son entreprise, il peut en parler et il y aura des solutions qui seront apportées à ça. Donc non, enfin moi en tout cas j'ai été très accompagnée. Ah ouais. Alors peut-être pour répondre, il y a deux éléments supplémentaires. Donc en général, la mission est quand même décorrélée de la thèse professionnelle, on l'a évoqué. Ça peut être lié ensemble, mais c'est pas forcément l'objet premier de la mission, enfin, en tout cas de la thèse professionnelle. Quand vous travaillez au quotidien en entreprise, à chaque fois, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure, hein, quand vous revenez à l'école, mécaniquement, vous allez pouvoir exposer vos problématiques, discuter, échanger avec vos collègues et avec les profs. Alors, il n'y a pas de logique particulière, mais comme vous avez un tuteur entreprise et un tuteur à école, si vous vous rejoignez, enfin, si les deux se retrouvent régulièrement, et donc, on est quand même capable de pouvoir travailler au quotidien sur la façon dont votre mission se passe et comment ça peut éventuellement s'améliorer ou transformer, etc. Après, vous avez accès aux profs. Donc, par définition, si vous avez des questions sur des points pointus, enfin des éléments, des questions pointues sur des sujets, ça peut être un point de techno, de juridique ou quoi que ce soit, le patron de programme est quand même en capacité de vous accompagner et de trouver des référents, des experts à l'école. Enfin, moi, ça m'arrive régulièrement. Je pense que Romain, c'est pareil. Si tu veux éventuellement Pareil. apprendre là-dessus, moi, je suis bon en marketing. Je suis pas forcément bon partout,
Donc je sais par contre que si un étudiant a un sujet, je vais pouvoir l'envoyer sur un des profs avec qui je travaille, que je connais, et du coup lui permettre de pouvoir répondre aux questions qu'il peut avoir sur un domaine pointu ou une expertise particulière. Ouais, Romain? Ouais, non, il faut pas hésiter. Il faut surtout pas hésiter. Et puis, alors, évidemment, je suppose qu'on avait marre des cours en présentiel. Moi, j'espère de tout cœur qu'on pourra faire évidemment du présentiel à la rentrée. Mais il y a un point, c'est vrai que la visioconférence est vraiment extrêmement intéressante lorsque vous avez besoin ou vous avez une question à poser. Ça peut être un outil extrêmement intéressant. Et moi, je me tiens vraiment à disposition, que ce soit pour le programme PGE hein, de l'école basique pour des étudiants plus jeunes. Mais je trouve que je me fais, enfin, pour moi, c'est presque une obligation de vous assister, de vous aider lorsqu'on avait le besoin. Et n'hésitez pas à nous contacter. Et si on ne sait pas répondre, ce qui peut arriver, évidemment, on vous renverra à la personne compétente. Mais n'hésitez pas à me contacter, moi ou Olivier, un directeur de programme, et on vous aiguillera. Mais il ne faut surtout pas hésiter parce que ça fait partie, évidemment, du service du programme. Et pour moi, c'est une évidence. J'aimerais aussi juste ajouter que pendant nos semaines de cours, on a 1 à 2 heures banalisées où en fait on discute avec le responsable de notre formation de comment se passe la formation, mais aussi comment se passe le temps en entreprise. Donc voilà, on est tous ensemble, mais on peut quand même parler. C'est un espace d'expression quoi, supplémentaire. Et il n'y a pas de questions stupides, évidemment. Hein. Moi, je préfère les questions stupides parce qu'on peut y répondre. Mais n'hésitez pas, franchement, n'hésitez pas. Il ne faut pas être gêné. Voilà, franchement. Et juste une petite remarque, parce que j'ai toujours peur. Alors, je vous ai dit qu'on allait faire quand même, que le droit allait avoir une importance assez importante dans le programme. Mais je tiens à vous rassurer, parce que souvent, les cours de droit, vous avez un mauvais souvenir pendant vos études, vous avez trouvé ça ennuyeux. Et on fera tout notre possible pour que ce soit sympa. Comme je vous l'ai dit, on s'appuie sur un livre. Bon, en l'occurrence, c'est le mien, mais vous pouvez en vendre d'autres. Hein, mais honnêtement, je ferai tout pour que ce soit sympa. Alors, je vous explique un peu la pédagogie en droit. Au lieu de vous donner un cours, on va dire, académique, moi, j'ai pour l'habitude de travailler comme ça, et les intervenants aussi. On travaille sur des cas pratiques. On va projeter des sites web, des applis. Et en fait, on va faire de l'audit juridique sur des applis ou des sites web. Et vous verrez, c'est beaucoup plus ludique, beaucoup plus amusant. Et franchement, si je pouvais, je vous rembourserais la formation si vous n'étiez pas satisfait par les cours de droit. Normalement, on a du plaisir. On a du plaisir parce que ça vous plaît, en fait. On va aller sur Facebook, on va aller regarder les conditions générales d'Amazon, on va essayer de trouver les imperfections, les choses illicites, même dans les conditions générales de vente, si elles sont bien rédigées ou pas. Et honnêtement, dans les cours de droit, on s'amuse. Voilà. Et je ferai en sorte que vous amusiez. Hein. Vraiment, il faudra vraiment. C'est mon objectif et normalement, ça se passe pas trop mal. Non, on peut même dire que ça se passe bien. Voilà. Même les cours de droit ont été plébiscités en distanciel à l'école. Donc ça veut dire que quelque part, les profs ont essayé quand même de vraiment. En distanciel, ça se passe bien aussi. Mais après, ça me fait plaisir de revoir. Hein, c'est quand même aride comme matière. Hein. Envisagez-vous déjà de faire la formation à distance pour septembre prochain? Ou y a-t-il une possibilité que ce soit en présentiel? Alors ça, c'est une très bonne question. Et c'est pour moi, parce que c'est moi le patron de la formation. Donc du coup, je peux y répondre. Aujourd'hui, la problématique que nous avons au sens large dans l'enseignement supérieur et en particulier à l'école, c'est le lien social. Donc l'objectif, on aura des cours en distanciel, faut pas se leurrer. Au mois de septembre, si vous pensez qu'on va tous revenir comme d'habitude, comme en septembre 2019, c'est raté. Ça va pas être possible. Par contre, on va faire en sorte que réellement l'expérience qu'on puisse faire vivre nos étudiants soit une expérience où on peut travailler à la fois sur du bimodal ou sur de l'hybridation, avec quand même des séquences en présentiel. Romain l'a dit, on a des cours en distanciel. Et il y a des moments quand même sur des projets, c'est ce qu'a évoqué Camille quand elle disait qu'il fallait qu'on se retrouve ensemble. L'objet, c'est aussi pas forcément pour faire des cours de se retrouver ensemble, mais aussi pour que vous puissiez travailler ensemble et travailler avec l'entreprise, échanger avec les enseignants. Donc pas forcément un cours de façon classique, mais bien plutôt en fait un espace d'échange où pour le coup l'idée est plutôt de créer du lien pour que justement derrière, quand on retourne en cours en distanciel, on puisse quand même capitaliser sur ce qu'on a appris. Donc on aura du distanciel et on aura du présentiel. En tout cas, c'est comme ça que nous sommes en train de construire la rentrée de septembre. Et les cours ont lieu sur Paris. Les cours ont lieu sur Paris normalement, en temps normal. Par contre, dans le 15e arrondissement. Ouais.
Bonsoir. L'impact spécifique de l'IA sur les stratégies marketing est-il inclus dans certains cours? La réponse est oui. La réponse est oui. Et on va le travailler sous le triple angle, la technologie, donc les algos, la problématique juridique, celle qu'a évoqué Romain, et la problématique marketing sur l'usage qu'on fait de l'algorithme. C'est ça pour nous, c'est ça qui est important. L'IA en soi, c'est intéressant, mais ce qui est important, c'est l'algorithmie, les problématiques que ça pose avec la gestion des données, les problèmes juridiques. Là, je vais peut-être laisser Romain revenir là-dessus. Et, Oui, et surtout, en fait, le fait que ça répond à un problème marketing, hein, avec tout ce que ça impacte en matière d'usage. Ouais, Romain. Question des biais algorithmiques, voilà, la protection des données, du profilage en lui-même, voilà, des biais aussi algorithmiques, des faux résultats, de la discrimination possible. Donc, c'est des questions là, évidemment d'actualité. Puis, vous savez que les règlements européens sur la régulation des algorithmes vont bientôt sortir. Donc, c'est des questions évidemment d'actualité. Alors, on ne fera pas de vous des spécialistes d'algorithmie, hein, soyons clairs. Ça, c'est le rôle d'une école d'ingénieur. Mais par contre, vous devez, en tant que responsable de marketing à un moment donné, être capable de comprendre ce que c'est l'IA, hein, le triptyque entre le codage, le développement et l'usage, être capable de comprendre en fait le triptyque qui est derrière, voir en fait quels sont les gens qui vont être partie prenante à ce type de projet, et donc les ingénieurs, les designers, les marketeurs, et également la partie juridique qu'on a évoquée tout de suite. Parce que ça répond à une finalité marketing, on est d'accord, mais ça répond quand même à un environnement, dans une logique de raisonnement, juridique. Et ça, c'est quand même un des éléments sur lequel on va bien voir dans les 5 ans qui viennent. Enfin, tu peux nous dire, Romain, mais c'est clairement en fait un sujet aujourd'hui. Les solutions sont en train de se développer, donc le droit il vient plutôt corriger que anticiper, hein, en général, il est plutôt là pour corriger. Donc on voit bien que déjà ce qui s'est passé avec les GAFA, ça a demandé des corrections avec tout ce qui est en train de se mettre en place au niveau de l'Europe. Et il est évident que dans les 5 à 6 ans qui viennent, avec l'usage massif qu'on va avoir et le déploiement massif sur toutes les plateformes, qu'elles soient mobiles, physiques, enfin mobiles ou PC, tablette ou autre, il y aura des enjeux en fait importants à comprendre autour de tout là. Quoi. Juridiquement, ça va bouger quoi, dans les 5 ans qui viennent. Donc il faudra quand même avoir les oreilles et les yeux à l'affût de ce qui se passe pour pouvoir comprendre ce que c'est. Passionnant ça. Proposez-vous d'autres certifications, attestations que Google Analytics ou management de projet comme l'a évoqué Camille? Camille? Alors, je pense que oui. Après, j'ai pas encore eu tous mes cours là de l'année. Donc j'avoue, j'ai pas trop consulté. Par contre, je sais que par exemple, j'ai des camarades de classe qui passent le TOEIC. Moi, je l'ai déjà passé, du coup, j'ai pas eu à le faire, mais j'ai certains camarades qui en profitent pour passer le TOEIC et je crois qu'il y a des propositions. Ah oui, si, on est en train de passer une certification avec Content Square. Ouais. Alors, chaque année, Donc en un fait, logiciel. voilà, il y a un ensemble de certifications que, comme l'AMIA avait proposé dans le programme. Et donc, chaque année, on a également des demandes de la part des étudiants. Et donc, suivant comment ces demandes sont structurées, on est capable également de pouvoir les accompagner. Il y a des choses qui ont été réfléchies à un moment donné. On avait commencé à y réfléchir sur Amazon Cloud. Je sais que Ouais. comment l'AMIA voulait qu'on développe il y a des certifications sur l'usage de l'hébergement dans le cloud. Et là, je sais pas, peut-être que Romain, il n'y a pas des certifs autour du juridique qu'on pourrait imaginer proposer. Là, c'est des choses qui sont en Non, fait évidemment, il y a des certifs RGPD, évidemment, ça existe. Ça, on peut le conseiller. En droit des marques aussi, on peut faire des petites formations avec l'OMPI, l'Office mondial de la propriété intellectuelle, mais ça peut être intéressant effectivement de faire des petites certifications RGPD. Ça, c'est possible. La à ma connaissance, peut en proposer, et tout ce qui est droit des marques, évidemment aussi. Voilà, avec l'OMPI, voilà, évidemment, on peut faire ça. donc, ouais. Donc, on a quand même une base en fait de certification, comme l'a évoqué Camille avec Google Analytics, qui est aujourd'hui que le BABA en fait dans le domaine du marketing, hein, dès qu'on fait du SEO. Euh, il y a donc des certifications autour de l'usage de certaines technologies ou langages, hein, pour le coup. Puis après, il y a des évolutions. Euh, donc ça se fait. Et là encore, l'école est plutôt ouverte. Et je sais que chaque année, quand on discute avec Lamia sur les évolutions de ce programme, il y a des réflexions qu'elle mène à la fois en discutant ou en échangeant avec les étudiants, en échangeant également avec les entreprises, ou bien simplement en fait en échangeant avec les intervenants. Hein. Mais l'idée, c'est quand même de récupérer un diplôme d'IMTBS. Quels sont les critères à part la motivation que vous prenez en compte pour accepter une candidature?
Alors la motivation, c'est... Moi, je vais donner les miens et puis je donnerai peut-être les tiens. Tu laisseras les tiens après, Romain. Moi, ce que Oui. j'aime, c'est des gens qui sont curieux, qui s'intéressent à la technologie, parce qu'il faut quand même pas se leurrer, on en parle quand même beaucoup. Donc on veut, encore une fois, c'est un peu comme les mathématiques, ou pour l'IA, on vous demande pas d'être des spécialistes de l'algorithmie ou de l'informatique, c'est pas l'objet. Mais suffisamment intelligent, enfin suffisamment curieux et intéressé par ces sujets-là pour comprendre aujourd'hui que quel que soit le secteur dans lequel vous êtes, quel que soit le métier que vous allez occuper, de toute façon, ça sera une des composantes importantes de votre quotidien. Camille l'a dit sur le musée de l'homme, enfin sur le musée du Louvre. Hein, on n'imaginait pas. Je me rappelle d'une discussion il y a un an où on imaginait. Enfin, je pense qu'on avait quand même pas mal échangé sur comment le digital pouvait impacter les musées et la culture. Là, je pense qu'après 18 mois de Covid, on a bien vu quand même ce que ça a impacté. Donc aujourd'hui, il n'y a plus un pan en fait qui n'est pas impacté. Donc on ne demande pas aux gens d'être spécialistes, mais par contre d'être des gens capables, suffisamment affûtés, curieux et ouverts pour comprendre que quelqu'un d'autre peut avoir une autre vision au travers de la technologie, du jeu du droit et autres, pour pouvoir en fait vous aider à répondre à la problématique qui est quand même de pouvoir accompagner vos clients dans la durée. Quoi. Romain, C'est t'as parfait, d'autres Olivier. questions? Moi, je n'ai rien à rajouter. Et soyez passionnés, surtout, voilà. Et souvent, moi, je vois des gens, souvent, qui sont passionnés, par exemple, par l'équitation. Dans les CV, dans les profils, on reçoit déjà des candidatures. Mais comme le dit Olivier, sachez que même si vous êtes passionné d'équitation, vous pouvez très bien, évidemment, coupler le marketing digital avec l'équitation. Voilà. Et comme l'a fait Camille, c'est la culture, par exemple, hein, les musées. Chaque domaine d'activité, mais absolument tous les domaines d'activité peuvent évidemment se combiner avec le marketing digital. Et donc, si vous êtes passionné d'équitation ou de n'importe De quoi, même football? De d'agriculture, football? etc., vous pouvez évidemment coupler le marketing digital. Et c'est ce qu'il faut faire. Il faut arrêter. Moi, je pense, ce que je conseille souvent aux étudiants, si vous avez une passion, combinez-la avec votre diplôme et ça sera parfait. Vous n'aurez même pas l'impression de travailler une fois dans votre vie. Ça, c'est sûr et certain. Et tous les domaines, évidemment, sont compatibles. Ouais, donc c'est ça la cohérence en fait, la cohérence de votre projet. Ça aussi, c'est important, au-delà de la curiosité. Très souvent, on a des gens qui arrivent là un peu par défaut. Non, l'objet, c'est pas par défaut. L'idée, c'est que vous puissiez nous montrer que vous avez quand même réfléchi. Nous, on peut vous accompagner. Camille l'a expliqué. On peut répondre, on peut trouver des solutions. L'école est là pour vous aider à trouver des entreprises, à affiner votre CV, à affiner votre projet. Mais il faut que quelque part, il y ait une cohérence dans ce que vous faites. C'est pas grave de changer, mais ce qui est important, c'est de trouver de la cohérence dans ce que vous faites. Et quand vous commencez quelque chose, le finir et passer à autre chose. Donc c'est aussi ça qu'on veut voir apparaître dans un CV. Moi, j'ai pas de problème pour des gens qui ont totalement changé en cours de route. J'ai souvenir d'un étudiant qui a commencé dans la bijouterie, qui est devenu chauffeur routier et qui est maintenant parti au Canada faire de la comptabilité. Donc pour le coup, un projet sur 10 ans qui a quand même bien évolué, mais c'est cohérent. C'est cohérent en fait. Le mec, il est cohérent. Et c'est ça qui est important en fait. Donc votre projet, il a deux sens. C'est votre projet, donc il est forcément du sens. Ce qu'il faut, c'est que par contre, vous donniez une cohérence en fait dans votre projet. Donc il n'y a rien de difficile. Voilà, curiosité, Oui, cohérence. ouais, je voudrais juste rajouter que bah, moi, par exemple, j'ai commencé par des études de droit. Et en fait, après ma licence, j'ai réalisé que je voulais pas exercer un métier dans le droit. Du coup, j'ai fait également une réorientation et je suis partie dans le management culturel. Et après, dans le management culturel, j'ai réalisé que j'étais bien intéressée par le marketing digital. Du coup, j'ai fait la spécialisation. Donc en fait, tout est complémentaire. Suffit juste de trouver comment l'imbriquer, quoi. Il y a une cohérence. Oui, il y a une cohérence en fait dans le discours que tient Camille. Moi, ça me choque pas. Au contraire. Enfin, je veux dire, on peut pas passer notre temps à expliquer aux étudiants qui vont changer 5 fois de métier dans leur vie, et en même temps, quand ils arrivent devant nous, être surpris du fait que bah j'étais dans le droit, je suis passé dans la culture et je veux faire du marketing. Non, c'est pas un problème. Enfin, il y a une cohérence d'ensemble, quoi. Vous voyez, ça semble raisonnable. En plus, au vu de ce qu'on a vécu là sur les 24 derniers mois, là, quand même. Enfin, je veux dire, il y a quand même il y a quand même des gens qui se sont trouvés des vocations, des façons de faire autrement et autres, parce que pour le coup, on est rentré dans un monde différent. Actuellement un peu dans le domaine technique, avec un niveau Bac plus 6 et 10 ans d'expérience, suis-je éligible à la formation en restant dans le poste actuel au cours de la formation? Euh, alors oui, la question par contre, la question qu'on peut se poser, c'est à quoi ça vous sert? Je dis pas que c'est pas utile, hein, mais comment vous voyez l'articulation entre ce que vous allez faire en marketing, on fait quand même beaucoup de marketing, avec un poste technique?
Donc là, j'ai envie de vous répondre. Il faudrait plutôt faire un entretien en one-to-one pour discuter avec vous de votre projet, pour essayer de comprendre en fait la logique qu'il y a d'ensemble. Il n'y a pas de problème particulier, et c'est ce qu'on a évoqué tout de suite sur la cohérence d'ensemble. Après, vous allez quand même faire du marketing, hein, soyons clairs. On fait du marketing, de la technologie, du juridique, mais on fait quand même beaucoup de marketing. Donc il faut que vous puissiez trouver de la cohérence par rapport à votre projet actuel. Alors, la deuxième question était, est-ce qu'il faut savoir développer en Python ou en back-end? Alors, si la réponse est oui, Camille, on est d'accord, non? Non, 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 absolument pas. Même si moi, avant de candidater à la formation, je m'étais intéressée un peu aux différents langages, il n'y a pas du tout de prérequis. Et de toute manière, la semaine qui est dédiée à ça, donc c'est HTML, CSS, et on est accompagné. Et en fait, on est accompagné par une entreprise, par une start-up, je crois, qui est vraiment une start-up de formation. Et en fait, on a un cas concret où on crée notre propre landing page et notre propre CV en ligne. Donc voilà, on est accompagné de A à Z. Il n'y a pas besoin de se stresser. Enfin, franchement, c'était super. Non, il n'y a pas de logique technique, hein. Encore une fois, on vous demande pas d'être des spécialistes en mathématiques ou en statistiques pour traiter de l'IA. On demande pas aux gens de maîtriser la communication, enfin, l'informatique pour pouvoir coder en Java ou en Python. On demande pas non plus aux gens d'être des spécialistes en fait des télécommunications pour savoir comment utiliser un téléphone 5G. C'est pas l'objet. L'objet est plutôt de vous mettre en situation de comprendre comment ces projets fonctionnent, d'aller trouver les expertises et de vous poser les bonnes questions. La problématique, elle est beaucoup plus sur la vulgarisation, la compréhension des enjeux, la vulgarisation et la capacité en fait à échanger avec l'autre, à s'intéresser à l'autre, en partageant un langage commun autour des problématiques que vous allez devoir en fait à un moment donné résoudre au quotidien. Ouais, Romain, tu veux dire un truc, non? Non, c'est ça, c'est tout à fait ça. C'est d'être ouvert d'esprit déjà. Et ce qu'on disait tout à l'heure dans la motivation, amusez-vous. Moi, j'aurais dit amusez-vous dans la formation. Et même dans le pire des cas, si on devait tout faire en présentiel, on trouvera le moyen de s'amuser. Et il faut s'amuser pendant votre année. Il faut que ce soit un moment de plaisir, d'ouverture d'esprit, de communication. Et je crois que c'est ça la clé. C'est vraiment d'être ouvert sur tous les champs de compétences. Et ça se passera très bien. Et on aura du plaisir. Bah, merci. Ah Merci ben, à tous les merci à trois. vous. Merci. Merci Olivier, merci Camille Camille. était particulièrement bonne. Romain, bon, on sent l'avocat quand même. Hein. Il est, voilà, c'est compliqué. Non. Non, mais je tiens à les rassurer sur les cours de droit parce que ça fait peur à tout le monde. Alors bon, il faut quand même, il faut les rassurer. Et on s'amusera. Alors, Non, mais en passant, je suis canadien aussi, donc si vous avez des questions sur le Canada, si vous voulez partir au Canada, c'est possible. Alors, je suis un faux Canadien, j'ai l'accent marseillais, je vis à Marseille, mais j'ai étudié au Canada et j'ai le passeport canadien. Et si on peut, on pourra faire intervenir aussi des intervenants du Canada. Donc, pour ceux qui sont intéressés par le Canada, ça sera aussi une occasion et je vous aiderai évidemment si vous êtes intéressé par cette destination. Voilà. Mais en tout cas, c'était un plaisir de discuter avec vous et on espère vous retrouver dans le programme. merci beaucoup. Merci Camille. Merci Romain. Je pense qu'on Ben, est. de rien, c'est un Donc, plaisir. pour la Merci. question, donc, comment sur la question qui était posée tout à l'heure là sur la problématique du projet, je pense que Pauline enfin, nos équipes de vente vont récupérer enfin, les noms des personnes et donc du coup va répondre en one-to-one plus facilement. Ok, Merci beaucoup. très bien. Bon, bah merci. Bonne soirée. Merci. Bonne Bonne soirée à soirée. tous. Au revoir. À bientôt.